Ce matin, on était sur qu'est-ce qui est en train de se transformer avec, dans ce qui se transforme, essayer de saisir les pratiques qui émergent et se poser la question d'à quoi on éduque, qu'est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce que on va chercher à encadrer, accompagner. Comment on va accompagner ces transformations-là. Et dans ce deuxième temps de discussion, on va être avec, on est avec Ludivine Demol, Demol, qui est doctorante aussi. Nous aurons une doctorante dans chacune des temps de discussion aujourd'hui. Ludivine, tu es doctorante en infocom. Tu nous donneras d'autres éléments de ton CV, tu te présenteras. Nous avons à côté d'elle Arnaud. Arnaud, tu as parlé déjà ce matin, tu avais pris la parole. Arnaud Silla, tu es psychoclinicien, tu es président de l'association EB, c'est ce qui est dans le programme. Tu nous diras le lien que tu fais toi, comment tu accompagnes ça du point de vue, j'allais dire, de la psychiatrie, de la psychologie, des questions, des questions dans ce champ-là. Et Ludivine, et Chérine Deraz, du collectif des internets, photographes et vidéastes. Donc on a, tout comme ce matin, des intervenants à la fois liés à l'expérience de terrain, liés aux expériences artistiques et de création, ce sur quoi réinsistait tout à l'heure Laurent Cantet, et puis une manière dont on va essayer de regarder ça aussi du point de vue ce qu'on appelle des savoirs froids, depuis les savoirs chauds de l'expérience jusqu'au savoir froid universitaire, les conséquences sur les représentations de soi, l'image de soi, à la fois, on en rediscutait hier soir, macro-micro, c'est-à-dire du point de vue de ce que ça transforme aussi, ça change dans la société. Et au niveau micro, c'est que ça change sur les individus. On rebondira sur deux, trois questions qui ont été posées ce matin, entre autres sur la pudeur et sur l'altérité. Je relancerai avec vous trois ces questions sur la pudeur et l'altérité pour vous faire réagir. Le questionnement que je vais vous proposer qu'on suive après vos présentations, qu'on partage, c'est est-ce qu'il y a des choses dont on doit s'occuper ? On doit s'occuper de quoi quand on est face à des jeunes, des adolescents et plus globalement des gens face à ces nouvelles images-là ? Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout, il ne faut s'occuper surtout pas de quoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut laisser faire ? Elle est complexe la question, hein, mais c'est pour tenir l'attention, hein, pour pas que vous partiez dans une sieste sur ces beaux fauteuils rouges. On doit s'occuper de quoi et qu'est-ce qu'il faut laisser faire ? Voilà, vous proposez qu'on traverse dans ces questionnements-là des choses qui ne sont pas de notre ressort quand on est dans une posture professionnelle d'éducation à l'image, d'accompagnement sur ces problématiques-là. Ça vous va ? On commence par Ludivine. La proposition, c'était de commencer par de Ludivine. Vous avez chacun des présentations et puis des bouts de film. On prend une grosse demi-heure, 3/4 d'heure pour les entendre. On reprend le principe, le pad est ouvert, même si Lucas n'est pas là, il va reprendre tout à l'heure les questions. On les remettra pour le temps de discussion et on prendra une grosse demi-heure d'échange pour arrêter vers 15h30, pardon. Ludivine. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Ludivine Demol, je suis chercheuse doctorante à Paris 8 et je travaille sur un objet non noble, pour reprendre un peu les mots d'Olivier Haïm ce matin. Je travaille sur la consommation pornographique des adolescentes. Donc, en parallèle de ce travail de recherche, je fais des formations et des interventions auprès de travailleurs et travailleuses sociaux qui travaillent auprès de jeunes, dont mon but principal, au-delà du fait de leur apporter des chiffres sur la façon dont ils et elles consomment, les ados, que ce soit des garçons ou des filles, consomment les contenus à caractère sexuel. Je suis là aussi régulièrement pour apporter des outils afin de repenser un peu nos façons dont on considère les pratiques des jeunes. Donc à la question de quoi doit-on s'occuper, je vais aller directement dans le vif du sujet. Pour moi, il est extrêmement important, et au vu de tout ce qu'on a vu ce matin, de rappeler que les pratiques en ligne ne sont que le prolongement des pratiques hors ligne. Donc ça, c'est... alors, je ne sais pas si on en a parlé ce matin de Dominique Cardon, un sociologue. Sinon, il est dans la biblio du petit livret. Ou Laurent Salard aussi, autre sociologue, qui dit les mêmes choses. Oui, voilà. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans chez plein de sociologues et aussi dans ma discipline, sciences de l'information et de la communication, comme Olivier Haïm. C'est le fait que, en fait... les technologies ne déclenchent pas des comportements. Donc,
si je vous parle de ça, c'est que, à mon sens, il est extrêmement important de décloisonner notre regard sur les pratiques, les décloisonner du numérique, c'est-à-dire les réintégrer dans un contexte beaucoup plus large pour se rendre compte qu'en fait, pour relativiser. On a tendance à voir un pattern sur une certaine pratique, donc par exemple, je sais pas. Un pattern, c'est quoi un pattern ? Ah pardon, un motif. Donc je vais prendre un exemple assez concret, par exemple le rap. On dit souvent oh c'est hyper sexiste. On pourrait prendre la pornographie. Je vais prendre la pornographie, c'est mon sujet. La pornographie c'est extrêmement sexiste. Mais bon, quand on regarde les autres productions culturelles, on se rend compte qu'en fait, ces motifs de sexisme, ces situations de domination, elles sont récurrentes, mais c'est juste qu'elles sont présentées d'une autre façon, qu'elles se manifestent d'une autre façon. Donc pour moi, c'est extrêmement important, donc une fois qu'on a vu ce pattern, ce motif, de regarder en dehors de cette pratique si c'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Bon, gros spoil, en fait, dans 99% des cas, c'est un pattern qui est également présent dans une autre pratique, ou en tout cas aussi hors ligne. Si tu illustres un peu le propos, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit sur Internet, grosso modo, on le voit dans les productions audiovisuelles classiques, qui est diffusé tout à fait. Généralement, DVD, films et tout et tout. J'aime bien prendre l'exemple de James Bond, ouais. qui est un homme qui couche avec pratiquement tous les personnages féminins de ses films, et ça n'a que pour but de valoriser sa masculinité, sa virilité. C'est ce qu'on peut retrouver également dans alors je vais parler de discours dominant dans la pornographie, puisque la pornographie n'est pas un ensemble lisse et hétérogène, homogène de pratiques et de représentations. Ou tout simplement les contes de fées, la princesse qui offre son amour et sa sexualité en échange du courage et de la force du valeureux chevalier qu'il aurait délivré. Donc voilà, c'est des choses en fait qu'on va retrouver à peu près partout, hein. Et ça s'explique de façon très concrète, c'est-à-dire que les personnes qui font de la pornographie ou qui font du rap vivent dans la société, ne sont pas, achètent leur pain aussi dans la société, interagissent avec des gens de la société. Donc évidemment que quand ils produisent quelque chose, en fait, ça représente ce qu'ils ont déjà en tête et ce qu'il y a déjà dans la société. Donc voilà, déjà pour moi, c'est extrêmement important qu'on recontextualise nos pratiques, parce que les technologies ne déclenchent pas de pratiques. Natacha Cyrulnik, si je ne me trompe pas dans le nom. Cyrulnik, j'ai mal écrit. Le disait ce matin d'une autre façon en disant que le rapport privé-public existait avant le smartphone. Le smartphone n'a fait qu'amplifier ce qui existait avant. En fait, c'est à peu près pareil avec n'importe quelle technologie. La pause café, elle n'a pas apparu avec la machine à café. Elle existait déjà avant et elle a permis juste d'amplifier cette interaction sociale. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc j'ai besoin de suivre exactement le fil de ce que je dis pour ne pas me perdre. Donc voilà, décloisonner ces patterns, ça permet de relativiser les pratiques, et en particulier les pratiques des jeunes. Surtout que les pratiques des jeunes font l'objet de panique morale. Alors petit point théorique, très très vite, panique morale c'est quoi ? C'est un concept développé par Stanley Cohen et qui dit en gros que c'est une réaction de peur disproportionnée par rapport à un événement, une personne, et cet événement est repris de façon assez stéréotypée et amplifiée par les médias. Donc voilà, il existe une certaine panique morale à l'égard des jeunes qu'il faudrait dans un temps contrôler, protéger, et en même temps on estime qu'ils sont un peu dangereux. Donc voilà, il y a toute cette espèce de truc qu'on se dit il faut absolument contrôler les pratiques de nos jeunes, contrôler ce qu'ils peuvent produire, mais également contrôler ce qu'ils peuvent regarder. Il en est de même pour la technologie, hein. C'est quelque chose, donc on le voit avec Internet, mais c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec la télé, c'est quelque chose qu'on a vu avec la radio, cette idée que des gens qui seraient devant la technologie absorberaient de façon totalement passive les informations qu'ils et elles voient. On appelle ça aussi la théorie de la seringue hypodermique, sont en gros une espèce de personne complètement passive qui serait devant la télé et qui absorberait sans esprit critique.
quand on est devant une œuvre, que ce soit à la télé, que ce soit à Hanouna, que ce soit du rap ou que ce soit une œuvre au musée, on a toutes et tous une interprétation différente pour la bonne et simple raison qu'on a construit une espèce de grille de lecture de par notre éducation, notre socialisation, et qui fait qu'on a chacune notre interprétation. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement, cette idée que on serait tous et toutes extrêmement passifs et passifs face au contenu culturel ou face à la technologie qu'on consomme. Voilà, ça c'était le petit point panique morale. Donc vous voyez déjà cette espèce d'idée que nos ados ne seraient pas critiques devant ce qu'ils font et devant ce qu'ils regardent, plus cette panique morale vis-à-vis de la technologie, et qui en fait est toujours le même pattern, hein, c'est-à-dire l'envie la perte de contrôle des pratiques et usages de certains groupes sociaux. Alors que il y a, dans le petit descriptif de ce qui doit être de cet après-midi, il y a parlé de reconfiguration de l'espace public. Internet permet effectivement de reconfigurer en partie l'espace public. Mais ça permet aussi la production de savoir. Donc, je vais prendre 2 petits exemples extrêmement parlants pour moi. Il y a une page Facebook qui est apparue il y a, je sais pas, peut-être 6 ans à peu près, qui s'appelle Répondons. Donc, qui était un groupe Facebook où les filles, les femmes, venaient parler des agressions sexistes qu'elles pouvaient subir. Donc ça allait de la petite remarque dans la rue à quelque chose d'un peu plus violent, on va dire. Et donc c'était un espace où, dans un premier temps, on passait par... on lisait les témoignages des autres. Et nous-mêmes, on partageait... alors je m'inclus dedans, hein, parce que ça m'a grandement aidé dans beaucoup de réflexions. Et où on partageait nos petites aventures de « Oh, bah aujourd'hui, il y a un mec qui est passé à côté de moi, il a sifflé mes cuisses, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?» Donc voilà, il y a premièrement partagé le savoir, qui faisait qu'on était donc dans un nouvel espace qui nous permettait de partager nos savoirs avec d'autres personnes vivant la même chose, et ensuite de chercher une réponse par rapport à ce qu'on aurait pu répondre. Ça avait 2 conséquences, donc. La première, se rassurer individuellement. Je ne suis pas folle, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Et deuxièmement, ça permettait une espèce d'accumulation d'histoires et de découvertes. J'aurais dû inverser les 2, pardon. Donc une accumulation d'histoires sexistes qui permet de se rendre compte, ok, en fait, ce pattern, il n'est pas juste dans ma vie, je ne suis pas folle, c'est pas moi qui exagère, je me rends compte qu'on est plusieurs femmes à rencontrer ce genre d'expérience. Donc ça, c'est ce que j'appelle la production de savoir, hein. C'est pareil que la machine à café, hein. Quand les employés se retrouvent autour de la machine à café, ils vivent des situations similaires, ils en parlent et ils peuvent produire du savoir. La production de ce savoir a également permet la création d'un autre savoir. Premièrement, c'est-à-dire quoi répondre. D'un seul coup, on peut accumuler une série de réponses que nous pouvons remobiliser dans l'espace public, dans nos relations professionnelles, dans nos relations individuelles, etc., etc. Donc en fait, nous fournir des armes, concrètement, qui nous permettent de répondre à cette situation qui était vécue de façon difficile. Et évidemment, derrière ça, il y a cette idée, ça crée de l'empowerment en fait. Si les autres sont capables de répondre et trouvent la bonne réponse, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et c'est quelque chose que j'ai vu souvent sur le groupe, ces commentaires qui disaient merci d'avoir partagé ce moment. Non seulement je me rends compte que je ne suis pas folle, mais en plus, ça me donne moi le courage de répondre à mon tour. Et ces mêmes filles, en fait, revenaient sur le groupe après pour partager leurs expériences et expliquer ce qu'elles avaient répondu et quelle était la réaction de l'autre. Donc vous voyez, c'est un espèce de cercle vertueux, moi je vais appeler ça comme ça, hein, de création de savoir, création de réponses, empowerment et à son tour devenir actrice et réutiliser ces savoirs produits. Donc voilà, ça c'était pour parler de la reconfiguration de l'espace public, comment en fait ça nous permettait de créer du savoir et de participer nous aussi à notre tour à changer les mentalités ou en tout cas changer nos comportements et se sentir mieux dans l'espace public. Donc tout ça pour en venir à la création de contenu.
la création de contenu, ça permet en fait aux internautes de participer à la vie de la cité, au sens large, c'est-à-dire de... je vais reprendre. La production de contenu permet aux internautes de participer à la vie de la cité. Néanmoins, cette idée que tout le monde puisse à son tour produire du contenu, ça inquiète. Il y a cette idée que les jeunes peuvent produire sans que les parents le sachent. Donc vous voyez, encore, il y a cette idée de contrôle. On ne peut pas contrôler ce que les jeunes produisent. Et que les jeunes peuvent regarder des contenus non contrôlés. Il n'y a plus de gatekeeper de l'information, c'est-à-dire c'est plus des instances particulières qui produiraient du contenu. À notre tour, on peut produire du contenu. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'empowerment. On peut le retrouver encore ici. Produire du contenu, ça me permet aussi de me réapproprier certaines choses. Et surtout, en devenant nous-mêmes producteurs et productrices de contenu, on multiplie les points de vue. C'est-à-dire qu'on peut fournir un autre discours en parallèle d'un discours assez dominant, par exemple. Mon autre exemple dont je ne vous ai pas parlé, c'est Tumblr. Donc Tumblr, qui est une plateforme de partage de contenu et qui, jusqu'à récemment, autorisait le partage de contenu à caractère sexuel. L'avantage de cette plateforme, je parle avant, c'est que ça permettait à tout un chacun, de façon extrêmement simplifiée, voire anonyme, gratuite, de produire du contenu, de partager du contenu qui leur ressemblait, qu'ils trouvaient beau ou qu'importe, et surtout qui venait un peu contrebalancer certains discours dominants, comme par exemple celui qu'on peut trouver dans la pornographie mainstream. Quand je dis pornographie mainstream, je veux dire la pornographie la plus accessible sur les plateformes de tubes telles YouPorn, etc. etc. Donc voilà, d'offrir un autre point de vue, une autre représentation des corps et des sexualités, du genre, etc. Donc voilà, la production de contenu permet cette multiplicité de points de vue et cet empowerment. Donc avoir plus de modèles, ça permet, quand on voit les autres représentations, ça permet à nous de se dire « Ah ça va, en fait, je ne suis pas si étrange que ça, je me reconnais là-dedans, je peux avoir une pensée différente. » Et voilà, il y a cette espèce d'être rassuré. Donc toujours cette idée d'empowerment qui revient. Ça permet aussi d'affûter le regard critique, en fait. Quand vous devenez vous-même producteur et productrice de contenu, d'un seul coup, vous devez vous poser des questions que vous ne vous posiez pas forcément avant. Donc ce matin, Mylène parlait du fait qu'elle posait des questions aux jeunes. Non mais c'est quoi ce montage? Qu'est-ce que tu en penses? C'est l'angle de vue, etc., etc. Et quand vous devenez à votre tour producteur et productrice de contenu, cette question, vous êtes obligé de vous les poser. C'est-à-dire que, tiens, je me rends compte que si je mets cette caméra dans ce sens-là, on voit que cette partie de mon visage et que je peux donc me mettre en scène d'une certaine façon. Quand c'est moi qui produis du contenu sur YouTube et que je parle de ceci, cela, je sais très bien que j'omets certaines informations parce que en fait, j'ai un fil conducteur en tête, quelque chose à raconter et que je ne veux pas brouiller mon message. Et d'un seul coup, d'être à son tour producteur et productrice de contenu, on se rend compte à quel point, on se rend compte des questions que les producteurs et productrices peuvent eux aussi se poser comme question. Donc, ce qui fait que quand je vais me retrouver dans une devant une vidéo YouTube, je vais me dire « Ah, attends, je sais très bien qu'avant, cette personne a dû écrire ce qu'elle allait dire. Je sais très bien que cette personne, il y a des choses qu'elle omet parce qu'elle ne veut pas brouiller son message. Elle a un objectif particulier. Je sais très bien qu'il y a un montage, donc ça veut dire qu'elle n'a pas fait ça en une prise. Je sais très bien que cet angle qu'elle a sur son studio ou sur sa chambre fait qu'on ne voit pas que les toilettes en fait sont juste à côté, etc., etc. Donc le fait d'être à son tour producteur et productrice de contenu permet d'affûter le regard critique et de participer plus grandement à la vie de la cité, si je peux le dire comme ça. Pour prolonger tu prolonges le propos qu'évoquait ce matin Mylène, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu impliques le fait qu'on fait les choses pour apprendre à les faire. Et en faisant ces choses-là, on apprend à contextualiser beaucoup plus grandement sa propre pratique. C'est ça que tu impliques ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en se retrouvant d'un seul coup à la place du producteur ou de la productrice, on est obligé de se poser ces questions, questions qu'on ne se pose pas forcément quand on est juste spectateur et spectatrice. Deux questions, Ludivine. Quand tu dis il y a
arrêtons de penser que le net ou l'Internet ou ces types de dispositifs-là développent de nouvelles pratiques. On singe les pratiques, on mime les pratiques qu'on n'a pas par ailleurs. Pour autant, qu'est-ce que ça transforme au-delà de ce que tu appelles la reconfiguration de l'espace public ou la production de savoir pour toi ? Qu'est-ce que ça apporte de plus, hein ? Qu'est-ce qui est si on reprend les propos d'Olivier Haïm ce matin, ça rajoute quoi ? Alors, je vais prendre l'exemple de la pornographie, parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ça permet peut-être d'investir des pratiques qu'on ne pourrait pas avoir hors ligne. Donc, par exemple, dans le cadre de ma thèse, je passe des entretiens, je fais faire des entretiens à des jeunes filles de 18 à 25 ans. Et on parle donc de leur pratique de consommation de contenu à caractère sexuel. Je suis obligée de le mettre très large parce que ce n'est pas juste la pornographie au sens où on peut l'entendre en général. Et l'avantage d'Internet, c'est que donc, ça permet d'investir des pratiques tout en pouvant contrôler ce qu'on ne pourrait pas contrôler hors ligne. Par exemple, j'ai deux de mes interviewées qui m'expliquent qu'elles naviguent sur les chats de sexe. Pas pour faire forcément des rencontres, mais juste pour parler ou pour exploiter des fantasmes avec d'autres, etc., etc. Et que la grande avantage du chat, par rapport à la rencontre réelle, par exemple, c'est que dès que ça leur plaît pas, dès que l'homme peut avoir... je vais rester très hétéronormée, désolée. Dès que les hommes en face ont des comportements qui peuvent les mettre extrêmement mal à l'aise, en fait, il y a juste à fermer la fenêtre. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas de risque de se retrouver dans une situation où elles pourraient subir des agressions sexuelles et où ce serait, par exemple, beaucoup plus difficile de dire non. Deuxième question, tu évoquais Tumblr tout à l'heure. Tumblr, comme Facebook, Instagram ou Twitter, affiche des fils de manière algorithmique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du suivi chronologique. Et on parle de plus en plus de phénomènes de ce qu'on appelle les bulles de filtre, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, quand on commence à liker ou à aimer ou à avoir toujours les mêmes types de contenus, les algorithmes, a priori, vont privilégier toujours le même type de contenu. Pour autant, tu parlais de diversité tout à l'heure, entre autres dans ceux qui postaient. Comment tu regardes aujourd'hui, d'une certaine manière, on a une forme de diffusion algorithmique des contenus. Alors le premier truc, c'est que je vais recontextualiser les bulles de filtre. Et prendre un exemple assez concret, je sais pas, imaginons que je suis une jeune fille lesbienne qui habite dans le fin fond de la Creuse et que dans mon petit village de 50 habitants, en fait, je vois pas d'autres filles qui soient amoureuses d'autres filles. Donc, être sur Internet et aller consulter ces contenus va me permettre en fait de me rapprocher de personnes qui partagent les mêmes intérêts que moi. Donc, les bulles de filtre, pour moi, c'est vraiment à recontextualiser parce qu'en fait, on va quand même choisir les personnes qu'on va... Mais pour autant, derrière, on n'est pas dans une attitude de spectateur qui est effectivement profondément... on peut retrouver, de mon point de vue, je trouve, le fait que ce soit des algorithmes qui gèrent l'apparition des contenus renvoie à une position potentiellement de passivité liée au contenu qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne va... Autant sur les blogs, on allait les chercher, autant là, de moins en moins. Je suis pas sûre que sur les blogs, on allait chercher le premier blog, le deuxième blog, mais après, on va voir... Mais il n'y avait pas d'algorithme. Il n'y avait pas de production à un moment donné d'un montage qui est algorithmique. Alors, il n'y avait pas l'algorithme, mais il y avait quand même l'auteur ou l'autrice du blog qui, sur le côté, mettait la liste des blogs amis. Et c'est comme ça qu'on allait. Enfin, ça va pareil, par exemple, dans mon travail de recherche. Je le vois bien. Je lis un auteur ou une autrice, puis je vais à la fin de la bibliographie regarder les gens, et puis c'est eux que je vais aller voir. Donc, en fait, c'est plus de la même façon. C'est plus un algorithme, mais c'est quand même cette idée de je vais aller me renseigner sur les gens qui se rapprochent le plus de ce que je suis en train de lire ou je suis en train de consommer. Donc cette idée de bulle de filtre, moi, elle met toujours un petit peu mal à l'aise, même si j'ai conscience qu'Internet peut amplifier cet effet-là, parce que... pas Internet, les algorithmes des applis. Les algorithmes des applis peuvent amplifier ce truc-là, mais en fait c'est quelque chose qu'on vit déjà au jour le jour. Donc par exemple, si je suis contre la peine de mort, il y a de fortes chances que mes amis soient contre la peine de mort. Enfin, c'est toujours le même truc, on va essayer de se rapprocher des personnes qui pensent un peu préparées que nous, etc., etc. Si je m'intéresse pas au cinéma turc d'auteur, par exemple, c'est parce qu'en fait j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'y intéressait. Si ça se trouve, je vais avoir une discussion d'1 heure, je vais dire waouh, c'est fascinant, et je vais me faire toute une filmographie. Donc voilà, il y a toujours cette idée que matériellement, il faut qu'à un moment ou un autre, on eût été en contact avec un certain contenu et qui fait qu'on va s'y intéresser.
Merci beaucoup Lydie, on va y revenir dans les questions. On reviendra sur entre autres la question aussi liée à la pudeur par rapport à ces approches-là. Chérine, quand on est confronté avec des publics jeunes, comment on appréhende sur ces choses qui sont complexes, de l'ordre de l'intimité, de l'altérité, du rapport de soi avec les autres, comment on aborde, comment tu l'abordes et comment on aborde un moment des postures d'accompagnement, d'éducation autour de ces phénomènes-là. Hop. Merci. Déjà, je vais commencer par me présenter et présenter l'association des Internets. Donc, je suis secrétaire générale de cette association. Et en fait, c'est une Les Internets avec 2 TE, hein. Oui, de TES. De TES. Qui a pour vocation à encourager la création de vidéos chez les femmes, principalement sur YouTube, mais pas que. En fait, on était parti d'un constat assez négatif où on s'est rendu compte que les femmes vidéastes avaient moins de visibilité que les hommes sur YouTube et qu'elles étaient critiquées plus sur la forme de leurs vidéos, enfin de leur contenu du moins, que sur le fond. Par rapport aux hommes. Donc, c'est-à-dire qu'on va critiquer leur apparence, on va critiquer leurs vêtements, leur tenue. Dès qu'il y a un changement de coupe de cheveux, ça va pas aller. Enfin, voilà. Et elles sont aussi plus sujettes au cas de cyberharcèlement. On a eu l'exemple avec Marion Séclin, qui est féministe et qui a fait une vidéo sur le harcèlement de rue et qui s'est pris plusieurs fois des raids, comme on dit. Donc, c'est des espèces de campagnes d'harcèlement. Voilà, parce qu'elle a osé exprimer son point de vue sur YouTube. Et du coup, nous, on est là pour les encourager, pour créer une espèce de communauté, une bulle de bienveillance, en fait, pour les aider. On a mis en place des masterclass et des pôles fiction où elles peuvent rencontrer donc, des professionnels chevronnés pour apprendre à utiliser du matériel, pour apprendre à diriger des comédiens, des comédiennes, enfin plein de choses comme ça. On a aussi un concours qui s'appelle le concours des Pousses d'Or, où elles vont pouvoir recevoir un prix avec de l'argent et donc concrètement mettre à profit donc cet argent pour s'acheter du matériel. On a eu d'ailleurs un jury, à chaque fois on essaie d'avoir un jury assez connu, on va dire. Donc, par exemple, l'été dernier, on a eu Cyprien qui était venu avec nous sur le concours. On dit peut-être qui est Cyprien. Cyprien qui est le youtubeur peut-être numéro 1 ou 2 voilà, de la plateforme, puisqu'il compte plus de 10 millions d'abonnés. Voilà. Donc, quelqu'un qui s'y connaît. Manifestement. Et on a aussi mis en place un partenariat pour les candidates de ce concours avec le CNC Talent pour que ces créatrices puissent aussi bénéficier de fonds si leur projet est validé. Voilà, donc ça c'est notre mission et donc cette association a vu le jour il y a 3 ans environ. Voilà. Et donc, on a aussi abordé il y a aussi un autre point qui nous tient à cœur. C'est comment dire l'intimité en fait qui est dévoilée sur YouTube. En mai dernier, on a lancé une campagne qui s'appelle #MonCorps sur YouTube, qui est un ras-le-bol en fait de la part des créatrices. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dès qu'elles parlaient de règles, d'avortement, de leur corps en général, de poils, de leur corps, elles étaient démonétisées. Alors qu'est-ce que le terme démonétisé ? En fait, sur YouTube, il y a des pubs qui passent avant ou pendant les vidéos, et en fait ces pubs-là, elles sont payées par des annonceurs pour finalement pour diffuser leur message, et du coup c'est ce qui rémunère les créateurs et les créatrices de la plateforme. Et en fait, beaucoup plus de femmes ont été touchées par cet effet de démonétisation, parce qu'en fait, les annonceurs ne voulaient pas forcément que leur marque soit associée à ce type de contenu. Voilà. Et donc, du coup, on a lancé une campagne. Voilà. Donc, on a une vidéo qui en parle. Pourquoi les corps des femmes dérangent ? Aux internets, nous croyons que chacun et chacune a le droit de disposer de son image et est libre d'en user comme il ou elle le souhaite. Je suis une femme et j'ai des seins, de la peau, des poils, des règles, un utérus. Je suis une femme et j'ai un sexe, une sexualité, ma liberté. Mon sexe, mon sang, mes seins, mon cul, ma cellulite ne sont pas une honte.
Depuis plusieurs mois, YouTube a renforcé la modération des vidéos où apparaissent des bouts de peau, ainsi que des dizaines de vidéos qui participent à l'éducation et à la liberté sexuelle de toute une génération. Mais pas seulement. Parmi elles, les vidéos sur les règles dans l'histoire de Charlie d'Angers, sur la culture du viol de Mimi de Mademoiselle, sur l'avortement dans le monde de Kaleidoscope, carrément interdite aux moins de 18 ans. Lorsque ces productions d'intérêt général sont démonétisées, elles n'atteignent pas leur public. Par ce simple acte, YouTube nous glisse à l'oreille que les meufs devraient avoir honte d'être des personnes qui existent telles qu'elles sont. Aux internets, nous savons qu'un jour sur YouTube, nous pourrons parler de règles, d'utérus, des identités LGBTQ+, genre comme sexualité, de consentement, d'avortement, sans disparaître automatiquement. Mais cet avenir ne se fera pas sans vous. Tu es créatrice ou créateur et une de tes vidéos a déjà été démonétisée ou strikée parce qu'elle traitait du corps des femmes ou d'éducation sexuelle ? Raconte-le avec le hashtag Mon Corps sur YouTube. Tu ne réalises pas de vidéos mais tu veux soutenir la liberté d'expression des créatrices ? Inonde YouTube avec des vidéos décomplexées des corps des meufs que tu kiffes et le hashtag Mon Corps sur YouTube. Le hashtag Mon Corps sur YouTube, c'est notre cri de ralliement. Ensemble, nous avons la force de faire changer les choses pour que dès demain, nous puissions toutes regarder nos corps et affirmer que nous sommes fortes, belles, invincibles et égales. Voilà, donc merci. Vous l'aurez compris du coup, donc, dans cet accompagnement, il y a aussi l'envie de faire changer les choses avec la plateforme directement. L'idée, c'est pas non plus de juste attaquer YouTube, parce que c'est pas YouTube le grand méchant dans l'histoire, c'est que la société qui est sexiste et qui fait que du coup ça rentre pas dans les codes des pubs et des annonceurs. Et donc à propos de cette discussion qu'on a pu avoir, ce dialogue qu'on a pu engager avec YouTube, on sait très bien en fait que YouTube, c'est pas YouTube France qui gère les algorithmes, donc c'est un peu compliqué à gérer. Mais en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est d'avoir les raisons pour lesquelles les vidéos se font démonétiser pour ces créatrices. Parce qu'en fait, elles se font démonétiser, elles ne gagnent pas d'argent dessus, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas clairement une raison en disant à ce moment-là, vous avez prononcé ce mot-là, et donc du coup, ça ne va pas avec notre contenu pour les annonceurs. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Et si on s'acharne autant sur ce sujet-là, c'est surtout que, comme il est dit dans la vidéo, le rôle pédagogique est fondamental en fait et à diffuser sur YouTube, parce qu'on voit très bien que c'est un média, le média peut-être numéro 1 qui est regardé, qui est consommé par les jeunes, et que forcément, comme Mylène en parlait tout à l'heure, quand Enjoy Phoenix, donc Marie Lopez, parlait de son acné, c'est hyper important pour tous les jeunes qui sont touchés par ça et qui ont besoin en fait de savoir qu'ils sont pas tout seuls, et sachant que peut-être autour d'eux ils ont peut-être pas les moyens de parler de telles choses avec leur entourage. Voilà. Merci beaucoup Chérine. Une question à vous deux, Ludivine et Chérine. Ludivine, tu parlais de recontextualiser les pratiques. On est beaucoup sur la question des usages et des pratiques, c'est-à-dire vous dites à un moment donné, on n'est pas face à des technologies. On est face à des technologies qui ont une forme de neutralité, mais qui ne sont pas culturellement neutres, c'est-à-dire qu'elles portent des modèles culturels très forts, que ce soit le Google, l'algorithme de YouTube ou ces dispositifs-là. Pour autant, il y a des choses qui relèvent de notre capacité à être conscient et à discerner de ce qu'on est en train de faire avec ces outils-là. On va y venir, c'est intéressant parce que d'un coup, c'est quelque chose sur lequel tu vas venir, Arnaud, qui est tous les enjeux de médiation numérique. C'est-à-dire qu'au travers de la production du contenu, est-ce que c'est une manière dont est-ce que en produisant du contenu, comme vous le faites là, vous poussez vers un apprentissage de ces usages et de ces pratiques-là? C'est-à-dire que on est dans un apprentissage de l'algorithme même, du code source même de ces outils-là. Et vous nous dites, grosso modo, il faut comprendre les outils, produire pour comprendre les outils dans un premier temps. Puis après, on verra bien ce qu'on en reconstruit comme société. C'est ça un peu que vous essayez d'impulser et de renvoyer? Y a ça, et puis surtout, même nous, en fait, on a une chaîne YouTube pour présenter quelques vidéos comme celle que vous venez de voir. Et en fait, typiquement, nous, sur YouTube, on est abonnés qu'à des chaînes de femmes. Et parce qu'on soutient du coup les créatrices, on a tout un répertoire qui s'appelle l'Internet Explorer, disponible sur notre site, où vous pouvez découvrir des créatrices sur tous les sujets qui vous intéressent, que ce soit de la science, de l'histoire, bref, tout. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les suggestions sur le côté de YouTube, en fait, on avait des chaînes d'hommes
et on comprenait pas pourquoi. Parce qu'en principe, on avait parlé donc de des bulles tout à l'heure, où justement... Je rejoins Ludivine complètement, c'est moins la question des bulles de filtre qu'à un moment donné, la présence de ces algorithmes qu'on ne peut pas aujourd'hui éviter quand on navigue. Oui, absolument, mais du coup c'est vrai qu'il y a un peu cette contradiction, parce que après c'est aussi du contenu que YouTube va mettre en avant, parce que c'est du contenu qui va leur rapporter des sous, puisque les annonceurs sont très intéressés par ce contenu. Et c'est vrai que c'est très bizarre que quand on voit qu'on est abonné à, je sais pas, 500 chaînes de créatrices, de voir que les vidéos qui sont proposées sur le côté, c'est Cyprien. Ouais, c'est Cyprien, d'accord. C'est surtout, c'est les numéros 1 et c'est pas les femmes, quoi. Donc voilà, c'est assez déstabilisant. Qu'est-ce que tu essaies pour poursuivre sur cette question, Alors, 2-3 petites choses. La première, c'est que pour moi, la neutralité des technologies n'existe pas. C'est une idée qu'on se fait, mais que justement, utiliser les technologies et se les approprier, ça permet d'apprendre la non-neutralité des technologies. Donc, comme tu le disais, en fait, de se rendre compte que t'as beau liker que des profils de femmes, YouTube te propose des profils d'hommes. Donc là, tout de suite, tu dis, en fait, il y a quand même un truc bizarre dans cet algorithme. Il devrait comprendre que je m'intéresse aux femmes, mais en fait, non, il comprend pas parce qu'il n'y a pas dans l'algorithme, peut-être qu'il faut qu'on fasse une espèce de répartition genrée. Non, on fait toujours une répartition par nombre de vues. Je suppose que c'est comme ça. Donc voilà, ça permet déjà d'apprendre la non-neutralité de la technologie. Et je trouve ça extrêmement aussi intéressant. Comme tu likes que des profils de femmes, on voit bien qu'en fait la technologie peut être utilisée à des fins politiques. C'est exactement ça que tu fais en fait. Tu renforces le nombre d'abonnés sur les chaînes des femmes. Donc en fait c'est un acte politique que tu fais. Donc on voit bien que la technologie est utilisée de façon politique. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur qu'on se rappelle qu'il y a des humains derrière la technologie qui la font. Et il y a un petit exemple pour moi qui me parle beaucoup. Il y a, alors c'est plus le cas, mais il y a quelques années, l'appli SNCF posait des problèmes aux personnes à la peau foncée. C'est-à-dire que donc vous rentriez votre photo, votre nom, votre numéro de voyageur, et vous pouviez utiliser l'app au lieu d'utiliser votre carte. Les personnes à la peau trop foncée, donc je pense surtout aux personnes racisées et aux personnes noires, avaient des difficultés à se prendre en photo. Et l'app ne reconnaissait pas leur visage. Pourquoi ? Parce que en fait, les développeurs de l'application n'avaient pas pensé au fait qu'il n'y avait pas que des blancs qui allaient se prendre en photo pour l'app, et donc que les personnes à la peau trop foncée n'allaient pas pouvoir se prendre en photo. Donc on voit bien en fait comment la façon de non penser les publics qui peuvent utiliser l'app ont une incidence sur l'utilisation de l'app en elle-même. Parce qu'en fait, ce sont toujours des humains et des humaines qui sont derrière les technologies. Merci beaucoup. Arnaud, comment le psychoclinicien regarde ces images, ces productions d'images ? On reviendra tout à l'heure pour rebondir sur un des mots qu'avait utilisé tout à l'heure Laurent Cantet en disant c'est important d'y remettre du cinéma. Quel cinéma vous avez envie d'y remettre, mais comment, Arnaud, tu regardes ces choses-là ? Alors, en fait, puis t'es bien encadré là. On l'a pas fait. On en discutait entre midi et deux en disant qu'il y a eu beaucoup de questions d'hommes ce matin. Ouais. Bon, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire et en même temps, c'est bien parce que je pourrais pas tout dire et ça m'apporte déjà un élément de réflexion, sinon de réponse à une des questions qui a été posée, c'est-à-dire en fait comment on va composer avec tout ça et moi comment je vais composer avec ce que je sais pas et comment je vais composer avec ce qui arrive aussi. Enfin bref, je vais développer un peu tout ça. J'ai beaucoup de choses à dire, mais d'abord je vais commencer par d'où je parle. Je parle en tant que psychclinicien qui accompagne des ados. Voilà. EB, l'association dont je m'occupe à Tours, est une association de recherche. Le micro comme ça devant toi, parce que sinon... une association de recherche clinique dans le domaine de l'adolescence, la psychanalyse et des sciences affines. EB, déesse de la jeunesse et de la vitalité. Donc, sciences affines, c'est quoi? Alors, sciences affines, oui, nous, c'est toujours un truc un peu idiosyncratique. Ouais. Non, sciences affines à la psychanalyse. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'interroge. Alors, on a un mot qu'on ressort tout le temps, c'est la culture comme objet de soin, qui est très importante, mais c'est aussi de ne pas s'enfermer dans un seul paradigme, un seul cheminement de réflexion. Et donc, nous, on s'interroge beaucoup avec la philosophie, l'anthropologie, la littérature, etc. C'est tout ce qui entoure le champ qui est le nôtre de l'accompagnement de la singularité, sinon des singularités de chacun et chacune. Et donc, je viens vous causer d'une place particulière, c'est celle d'un thérapeute d'ado qui est un petit peu, comme il y a eu des jeux de mots tout à l'heure, enfin moi
donc je vais pas arrêter d'en faire. Je sais pas si ça va vous réveiller, mais on verra. Moi aussi, il y a des choses qui me tient à cœur parce que je suis un hacker. Alors le hacker, attention, il y a une méprise, il y a déjà un premier malentendu. Le hacker, c'est pas forcément celui qui pirate, c'est quelqu'un qui bricole. Donc moi, je suis un bricoleur. Et je bricole avec des outils de culture, et enfin voilà, je voudrais conclure d'ailleurs là-dessus plutôt, avec des objets de médiation qui sont des objets de culture contemporains, des jeux vidéo au manga, en passant par le hardware. Comment je regarde en fait les enjeux de tout ce qu'on a abordé, la question de l'intimité partagée, des images, de l'identité. Et ben, je le regarde beaucoup à travers les ados que je rencontre, c'est-à-dire qui m'amènent quelque chose de leur culture et des questions, sinon des questions existentielles qui émergent dans ce temps-là. Ce dont finalement on parle là, particulièrement à cette table ronde et dont il a été question à d'autres moments, j'ai réussi à ne pas trop me spoiler tout à l'heure, c'est la question, je suis psy, attention, vous savez, je vais parler d'Oedipe. C'est-à-dire l'Oedipe, mais avec la réactualisation du fait de la question génitale. Alors, waouh. C'est bon. Ah, si on ne peut plus faire la sieste, c'est terminé. Là. Voilà, maintenant, bon. on s'accroche, on tient. Accrochez-vous. Là. Il a 10 minutes, Arnaud, là. Hop. Alors, c'est bon. 10 minutes. Le génital, qu'est-ce que c'est ? C'est le pubertaire, c'est ce temps à un moment donné où celui qui était ou celle qui était une enfant advient avec cette potentialité de pouvoir procréer, de devenir soi-même parent. Donc ce processus-là, qu'on appelle le temps de la puberté, le pubertaire, dirait-on, est quand même très important. C'est une émergence qui a une incidence dans la construction de soi. Déjà, vous connaissez ça par cœur, ton corps change, ce n'est pas ça, etc. Ça, c'est important, cette idée-là, parce que on ne le mesure pas que derrière des questions philosophiques et existentielles immenses, énormes, émergent. Parce que donner la vie, c'est confronter à la mort, c'est aussi donner la mort. Donc ça amène à des questions très fortes dans le temps d'adolescence qui suit celui de la puberté, c'est pas la même chose, où il y a des éléments de questions existentielles très profondes qui sont bien sûr le rapport à la mort, la question de la sexualité, la question de l'altérité, la question des origines et de la transmission. Donc toutes ces questions-là vont être très 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 présentes parce que c'est autant d'énigmes à traverser et à résoudre et qui sont quelque part bien en jeu dans les espaces numérique, en ligne ou hors ligne, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et moi je travaille beaucoup plus sur la question des jeux vidéo, de l'identité, de ce qu'on peut en fait y faire avec tout ça. Et en fait ce que je constate, c'est des adolescents qui, alors moi je vois des adolescents, je vois les 15% qu'on a à peu près évalué, les 15% qui vont pas trop bien. Je vois quelques-unes des 15% qui vont pas bien, et en l'occurrence je vois ceux qui sont le plus souvent en marge de liens, parfois en rupture de lien. Alors, je vois des personnes dont on pourrait dire qu'elles sont délinquantes au sens de delinquere, vous savez, la rupture de lien. Alors, ça va des gens qui sont dits hikikomori, on a des mots très contemporains pour les qualifier, des gens qui sont encore mieux, on a aussi RSA. Alors, RSA, c'est pas le revenu de solidarité active, c'est les refus scolaires anxieux. Ah oui, voilà, mais ça c'est pour amener une autre dimension. C'est pour amener la dimension de comment on les parle, les ados. Et on en discutait un tout petit peu avant en disant oui, mais nous on veut quand même dire que les outils contemporains ça a de la valeur, que sur le numérique, sur les réseaux sociaux, il y a quand même des choses qui s'y passent quand même. Ouais. Les ados, on les parle. L'intimité dans l'enfance, c'est pas la même chose que l'intimité à l'adolescence. Et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les enfants, quand ils nous expliquent quelque chose de leur intimité, ils nous le transmettent parfois par des dessins. Ils nous expliquent un peu où ils en sont, ils racontent des choses très fortes dans le jeu, dans leurs angoisses, dans leurs manifestations, parfois quand on est au supermarché puis qu'ils se roulent par terre devant tout le monde et que je vous souhaite de ne pas avoir vécu ça, mais moi je le vis régulièrement, mes enfants me foutent la honte un peu, je suis là, je sais pas trop comment faire, mais il faut bien dire quelque chose. Ils viennent interroger quelque chose de mon altérité dans ce temps logique qui est le leur. À l'adolescence, ils sont parlés comme on parle les enfants quand ils viennent au monde, c'est-à-dire on les accueille, on veut savoir si c'est un garçon, si c'est une fille, on imagine qu'on va donner tel ou tel prénom. Il y a tout un travail comme ça, imaginaire, voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, il ne faut quand même pas être dupe qu'il y a quelque chose qui chute quand l'enfant arrive, c'est pas tout à fait celui qu'on avait imaginé. Et là, il se passe quelque chose de très important. Vous voyez d'ailleurs cette question aussi, scopique, j'ai envie de dire, c'est encore un mot... cette dimension un peu plus de pulsionalité qui englobe par le regard, qui interroge beaucoup de choses. L'identité se construit dans le regard d'un autre. C'est-à-dire que l'enfant prend conscience de qui il est parce qu'on va le qualifier quelque part, on va le porter dans le regard, on va avoir cette dimension phorique. Porté parce que soi-même on est porté par un rapport à l'altérité. Alors, notre ami Lacan en dit quelque chose de ce stade très important, le stade du miroir, qui se redouble encore une fois dans les réseaux sociaux puisqu'on montre quelque chose de soi, alors qui est désirable. On pourrait décrire comme ça deux polarités particulières. Il y a ce qui est désirable d'un point de vue social et puis il y a aussi ce qui est
désirable pour nous en termes d'idéalité, un peu de toute puissance. On se montre bien d'une manière dans les réseaux sociaux, mais de là à dire que ce serait notre identité, ce serait très compliqué. L'identité numérique n'est pas l'identité réelle. Mais je vous dis tout à l'heure que les enfants sont portés par les mots, par la langue, ils sont bercés dedans, c'est aussi des signifiants qu'ils attrapent pour grandir, et ils étayent des choses dessus, ils apprennent d'autres mots, ils les intègrent parce que les parents les parlent, les utilisent, et à un moment donné, ça suffit plus. À l'adolescence, il y a besoin aussi d'aller chercher des mots dans le social, de mettre en jeu son identité. On a besoin d'attraper d'autres mots, d'autres signifiants avec les potes, les copains, vous savez, les groupes de pairs, les groupes de référence, on connaît ça par cœur. Ils ont besoin de mettre en tension, en fait, cette dimension langagière. Et pour vous donner un tout petit exemple de ça, moi qui m'intéresse beaucoup à la culture, notamment des images, mais pas que, aussi celle des écrans, quand je reçois des ados dans mon bureau, qui est un bureau très particulier, qui est un bureau d'accueil, moi je fais beaucoup plus d'accueil que de thérapie, les ados ils arrivent et puis tout de suite, en général, on discute de pourquoi ils viennent, c'est assez formel, etc. Et je leur dis, mais alors toi, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Et on parle de culture. Et souvent, il arrive quelque chose qui est un espace, entre guillemets, d'intimité qui peut être partagé avec d'autres, qui est un espace qui est vidé de la place des parents. Moi, vous n'allez pas connaître. Hein. Bah, quoi? Qu'est-ce que tu fais comme jeu? Moi, je joue à Tezo. Ah, tu joues à Tezo, génial. Tu joues quelle classe et tout? C'est énorme. Alors, Tezo, c'est The Elder Scrolls Online, par exemple. Hein. Alors, qu'il y a un jeu très connu, qu'on connaît Skyrim, qui est un jeu en monde ouvert. Il y a une version qui a été développée pour jouer en ligne avec plein de gens. Voilà, on n'est plus tout seul, perdu dans un monde ouvert. On est dans un monde très ouvert, mais avec plein de gens qu'on peut rencontrer. Et donc, c'est un jeu que je connais. Donc, on se met à parler une langue que les parents ne connaissent pas. En général, l'ado qui était assez réfractaire, puisqu'il est souvent accompagné par un tiers, d'un seul coup, il parle, ouais, moi je suis tel Gearscore, moi j'ai ce stuff-là que j'ai trouvé dans telle mission, ah ouais, mais c'est où, je connais pas, voilà, on discute de plein de choses, et on voit bien que quelque part, ils mettent à distance les parents, et ils nouent quelque chose de leurs questions à travers les mots, ils nouent quelque chose du corps dans la parole, pour autant qu'on la reconnaît, cette parole. Alors là, c'est très important, puisque finalement, à l'adolescence, il y a plein de choses à raconter, hein, mais moi, je retiens souvent 3 dimensions qui sont très importantes pour moi, en tant que clinicien, mais nous, en tant qu'adultes, et notamment ce dispositif qui me plaît bien dans les signifiants, qui est passeur aussi. On est peut-être aussi des passeurs. D'ailleurs, on pourrait faire des métaphores, des allusions sur l'adolescence comme étant une épreuve de migration, mais ça serait tabou de parler d'adolescence comme d'un migrant, oulala. Donc, d'amener cette idée, voilà, du passage. Je suis en train de digresser à fond, donc en fait, mais du passage. T'inquiète pas, je Merci. Donc comme ça, je peux aller à fond derrière tout ça. Donc ces 3 temps logiques que j'expliquais, c'est très important pour nous, pour moi, clinicien bien entendu, mais pour vous en tant qu'adulte passeur, de reconnaître la dimension de la parole. La parole. C'est important de dire que la parole, elle vaut, elle compte sur les blogs, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo. Hein, parce que par la parole et le langage, il y a une articulation signifiante qui permet de se nouer et nouer quelque chose du malaise. 2, les ados, ils viennent nous toucher, sinon nous bouleverser dans notre propre subjectivité. Ils ne nous laissent pas indifférents, et moi, en tant que clinicien, je peux vous dire qu'ils m'aident à déconstruire en permanence les théories que je propose pour me rassurer. Mais moi, ouais, les ados, c'est ci, les ados, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui vient me troubler, me bouleverser, en fait, et interroger ma propre altérité. Qui est le 3e temps, c'est la rigueur de la place qu'on occupe vis-à-vis d'eux dans le social. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand on dit des jeux vidéo que c'est pas un objet culturel, que c'est rien faire, que ça sert à rien, on les empêche de trouver cet espace intermédiaire où ils peuvent étayer leurs questions, construire leur identité dans un espace intermédiaire. Notre ami Winnicott, qu'on connaît bien, c'est le psy, de tous les psys consensuels, il vous parlait beaucoup de l'objet transitionnel. Mais il disait autre chose, notre ami Winnicott, qu'on pourrait attrapé avec le mot du poète « je est un autre ». Je est un autre. C'est-à-dire cette question de l'altérité en nous. C'est important que nous, en tant qu'adultes, on puisse reconnaître leurs objets pour qu'eux traversent leurs questions à eux, c'est-à-dire de cette capacité, comme disait Winnicott, à être seul en présence d'un autre. Alors c'est une question qui est très importante, je termine juste sur 2 choses. Voilà. Être seul en présence d'un autre, c'est d'accepter de traverser aussi une question du quant à soi, que quand on est seul, faites l'expérience, c'est pas compliqué, mais en fait on n'est jamais seul, on est seul avec soi-même. Il y a un rapport à notre altérité qui émerge, qui est tout cet enjeu de l'adolescence, c'est de justement penser cet autre en soi, le génie rabbalien, de penser de cette altérité qui est en nous. Et ça,
c'est la question qui vient être mise en tension par les ados dans les espaces et les endroits où ils attrapent quelque chose pour créer, qui est l'enjeu majeur de ce temps-là, et de comment nous, en tant qu'adultes, on regarde ça. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher l'adulte dans l'adulte. Alors, je suis très lacanien. Voilà. Et donc, voilà, je vais terminer là-dessus. Non, vas-y, continue. Voilà. C'est important parce que, vous voyez, je prends un peu de champ par rapport à la simple question de l'image, parce qu'on pourrait tout à fait rentrer dedans en disant, ben oui, mais l'image, à l'instar de Tisseron, qu'il questionne de manière très... c'est très compréhensible, mais on pourrait le traiter aussi dans un rapport à ce qu'on appelle la sémiotique, une pensée sémiotique en 3 temps. L'image, elle permet quoi, et notamment à l'adolescence, 3 dimensions. La première, c'est la dimension dite phorique, contenante. C'est ce que Tisseron appelle le schème d'enveloppe. C'est quelque chose qui contient, c'est un espace, ça propose une limite. Et en même temps, c'est certes contenant, mais ça propose aussi de se perdre dans cet espace potentiel. Et donc je vous parlais tout à l'heure de TESO, Elder Scrolls Online ou Skyrim. Les jeux en monde ouvert proposent ça, c'est qu'on peut tout faire. Et en même temps, c'est difficile en fait, qu'on peut aussi s'y perdre, au sens de ne rien arriver à y faire. En fait. Ou pour être très psychanalytique, à rien arriver à y foutre. Mais voilà, c'est notre allusion. Et donc, en fait, il y a vraiment cet enjeu qui est là, dans cette construction-là. Donc, phorique, c'est de la contenance, ça propose une limite, mais on peut aussi s'y perdre. Le deuxième temps, il est, sémaphorique, c'est-à-dire qu'il est porteur d'un certain nombre d'enjeux que, notamment les ados, mais il faudrait qu'on décline, sont amenés à adresser à cet espace-là. Alors, moi, je les distingue en 4 temps. Je vais me permettre de vous les donner très rapidement, c'est assez parlant. C'est par rapport à leurs avatars dans ces espaces, et dans le rapport à l'image en général, mais aux avatars dans les jeux vidéo, c'est de trouver une figure d'attachement, l'avatar. 2, de pouvoir y entretenir une relation suffisamment sécure. Ça, c'est important, cette dimension-là. Le troisième temps, c'est de pouvoir maîtriser les interactions. C'est le rapport au gameplay, on dirait, nous, dans notre langage trivial, qui sont des termes winnicottiens. Qui est tout un enjeu, parce qu'on n'intègre pas toujours le game et le play, c'est-à-dire le game qui est l'aspect organisé du jeu, et le play c'est tout ce qu'on y projette. Et le dernier temps, qui est très important, c'est la dimension d'incarnation de l'idéal. Quand on joue en avatar, on incarne l'idéal, et donc c'est très important. Donc ça, c'est moi ce que j'appelle ce deuxième temps, dit sémaphorique, porteur en fait d'un certain nombre d'adresses de l'ado, qui va entretenir quelque chose. Serge Tisseron parle d'empathie dans les espaces numériques. Je pense qu'il y a aussi un au-delà derrière tout ça, qui renvoie justement à la question du narcissisme, une question très très compliquée. Et le troisième temps, il est métaphorique, c'est la possibilité, comme dit d'ailleurs Tisseron, de pouvoir être spectateur de ces actions et donc de pouvoir intégrer ce qui s'y passe. Et donc, ce qui a été dit ce matin, de produire quelque chose d'un changement. En étant spectateur de ses propres actions, on peut intégrer ce qui s'y passe et donc changer soi-même. C'est très important cette dimension projective, parce que c'est finalement, à travers ces différents temps-là, et cette position éthique très importante, que moi je m'autorise à utiliser des jeux vidéo, mais plutôt je dirais des objets de culture, notamment contemporains, qui vont des jeux vidéo en passant par les mangas qui vont jusqu'au drone, la culture geek, et puis moi je suis un fou, donc je bricole les ordinateurs avec les jeunes, et donc de pouvoir traverser des questions qui sont relatives aux énigmes de l'adolescence que j'évoquais tout à l'heure, qui sont encore une fois celles de la rencontre de l'altérité, la sexualité, la transmission et la mort. Non, je me permets juste de te couper parce qu'effectivement ça peut nous emmener loin dans ces différentes catégories que tu poses, et je vais revenir à quelque chose que je pense vous avez évoqué tous les trois quand tu dis les jeunes et les ados vont chercher l'adulte qui est en nous adultes en fait. Il y a quelque chose que je trouve assez surprenant, pas surprenant, important dans ce que vous évoquez. Vous évoquez la question de la reconnaissance d'une certaine manière tous les trois. C'est-à-dire la reconnaissance des genres, et je vais le jouer avec la polysémie du genre quand tu parles de pornographie ludivine, la reconnaissance de l'importance de l'adulte dans un processus, et quand tu vas chercher la reconnaissance de YouTube, à quel endroit on va chercher la reconnaissance d'une autorité ? C'est-à-dire à quel moment aujourd'hui, dans la production des contenus, il y a quelque chose qui me paraît d'éminemment politique dans ce que vous portez, c'est-à-dire de ce sur quoi vous insistez, de l'importance qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui permette de la reconnaissance, c'est-à-dire d'un processus qui va reconnaître des processus d'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la production de contenu, elle joue non plus simplement dans ses formes et dans ses signes, mais dans ce qu'elle va permettre de construire comme société. Chérine. Oui, en fait, comme je disais, en fait, c'est que tout simplement, plus on sera
beaucoup, c'est-à-dire à pointer du doigt en fait toutes ces problématiques liées au sexisme, liées oui bah c'est généralement lié au sexisme pour ce qui nous concerne. Plus on pourra faire bouger les choses avec les institutions et essayer de faire avancer les choses, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaye de fédérer un maximum de gens, de personnes pour nous aider là-dedans. Et que la question du nombre, elle a quelque chose de politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on va transformer les représentations ? C'est tout simplement que... après, c'est le nombre de personnes qui va faire qu'on va mieux nous entendre, parce qu'après, on est une association, on n'est pas une grande institution, et si on n'est que 3 à parler très fort, on va pas faire autant de bruit, quoi. Donc, voilà. Ludivine. Alors justement, pour moi, la production de contenu, ça permet de contourner cette autorité dont tu parles. Et donc contourner cette autorité, ça permet aux jeunes aussi de... Enfin, c'est une forme de transgression, hein, c'est-à-dire de transgression du discours dominant, de transgression d'hierarchie de genre, par exemple, de transgression de l'hétéronormativité. Donc d'un seul coup, je peux mettre en scène des corps qui sont non-binaires, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas forcément homme ni femme, et qui vont semer le doute chez le spectateur ou la spectatrice. Donc il y a une forme de transgression, et je vais revenir sur mon idée de tout à l'heure. Cette idée de transgression, elle fait extrêmement peur, parce que les ados sont dans cette espèce de période où ils devraient incorporer les valeurs morales de la société, et donc surtout, il ne faudrait pas qu'ils deviennent délinquants, et ce qui peut provoquer donc des réactions de peur disproportionnées avec cette perte de... En fait, avec cette transgression, il y a une perte de contrôle de cette autorité. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais en tant que producteur et productrice de contenu, on pouvait faire absolument ce qu'on voulait sans passer justement par cette espèce d'autorité de régulation. Et ça permet donc d'offrir de nouvelles représentations. Pas forcément de multiplier une seule représentation, mais en fait d'en offrir de nouvelles. Et à chaque fois que vous offrez un nouveau discours, on augmente le vocabulaire. Alors quand je dis vocabulaire, c'est-à-dire des façons de penser, des outils, des schémas cognitifs, appelez-le comme vous voulez, mais on augmente en fait notre représentation du monde, et donc ça nous offre plus d'outils pour pouvoir regarder le discours dominant. Parce qu'en plus, créer des marges, ça permet de mieux observer... Enfin, créer et regarder des marges, ça permet aussi de mieux observer le discours dominant en lui-même, et de se rendre compte qu'un discours alternatif va nous faire prendre conscience de certains patterns qui peuvent être à l'intérieur du discours dominant et qu'on n'interroge pas forcément. Arnaud, sur cette question politique qui renvoie, derrière on va le revoir tout à l'heure dans le troisième temps de discussion, sur la position pas simplement liée à la production de cinéma, mais à nos places de professionnels. L'adolescence, de toute façon, c'est politique. L'adolescence, c'est politique. Et je dirais avec Bernard Stiegler, l'adolescence, c'est le temps de produire aussi un processus d'individuation. C'est ce que le psy appelle l'identification secondaire aussi. C'est de prendre place dans la cité. Donc en fait, ils produisent quelque chose qui fait changer, en fait. Ils produisent non pas... Alors, je vais faire peut-être un pied... Il n'y a pas de culture adolescente. Il y a une culture, voilà, il y a de la culture. Ils attrapent des objets et ils la refondent, ils la réinventent, encore une fois. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Et ça, c'est important parce que ils viennent foutre le bazar, et ça nous fait traiter un certain nombre de questions. Mais ça nous renvoie à quoi ? Nous qui sommes a priori dans la cité avec nos responsabilités, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ils nous interrogent dans nos propres adultités, c'est-à-dire ils viennent interroger notre altérité. Pour le dire autrement, je prends une toute petite métaphore, notamment dans l'éducatif, quand on a des ados et puis qu'en fait on se prend la tête, peut-être que c'est votre cas, à la maison, on dit on comprend pas, c'est toujours le même bordel, quoi. En fait, le développement de l'enfant, il s'étaye sur des figures très importantes que sont d'abord dans les premiers temps, c'est la maman et le papa, on comprend ce que c'est le contenant, c'est l'étayage, c'est quelque chose qui est rassurant. C'est le premier temps du développement de l'enfant. Dans le deuxième temps, et vous allez identifier ce que c'est, en fait, l'enfant, il a affaire au père et à la mère. L'autorité, le DIP, il y a une loi, il y a des limites, etc. Le temps de l'adolescence, c'est qu'on fait émerger une troisième figure, qui est celle de l'homme ou de la femme derrière en fait la personne qui est celui du parent. C'est-à-dire, mais c'est quoi ton truc à toi ? Et donc quand on s'oppose à l'adolescent, on croit en fait qu'il n'a pas intégré un certain nombre de limites, alors qu'en fait ce qu'il vient questionner à un moment donné, c'est l'altérité en tant que sujet, en tant que subjectivité, et derrière de la place que l'on occupe encore une fois dans le lien social.
Donc, une des questions qui est posée avec ces nouveaux outils numériques, effectivement, je reprends sur les questions liées à la pudeur, la performance de soi ou le narcissisme, qui est non pas la question des limites, mais comme ça ouvre des champs de diversité et d'altérité beaucoup plus importantes, Ludivine, tu disais, ça recompose l'espace public. Comment, en tant que professionnel lié, et pas simplement lié à l'image, en tant que professionnel de médiation, passeur, on aborde la construction des identités dans des altérités de plus en plus importantes, d'une certaine manière, des échelles beaucoup plus importantes. Alors, on a Luquin nous a rejoint. Carole avait repris un certain nombre d'éléments de questions qui avaient été posées. Est-ce que je vais laisser les Chérine, Arnaud et Ludivine les regarder s'ils ont envie d'en attraper quelques-unes. Est-ce qu'il y aurait des... j'ai le micro, on va refaire comme ce matin. On a une vingtaine de minutes pour échanger de vive voix. Des gens qui ont envie de réagir par rapport à ça et surtout d'essayer, alors je reprends le principe que j'avais proposé ce matin dans ces différents temps de discussion, comment est-ce qu'on va contribuer de vos contributions d'enrichissement, des choses sur lesquelles on va essayer de construire une connaissance collective par rapport à ces sujets-là et de vous interroger, vous les uns les autres professionnels, de comment est-ce que vous abordez ces questions-là de la place des adultes, de la place des adultes, oui, de notre adultité là-dedans. Ludivine, tu avais l'impression de dire quelque chose. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, la question comment travailler et aborder le cybersexisme, je pense que c'est une question, enfin c'est une question en tout cas pour moi qui me paraît extrêmement importante. C'est donc comment travailler et aborder le cybersexisme. Pour moi en fait c'est de travailler le sexisme en lui-même. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, les pratiques en ligne ne sont pas éloignées des pratiques hors ligne. Donc si on reprend l'exemple tout à l'heure que tu disais de Marion Seclin, donc qui a fait une vidéo sur le féminisme et qui s'est fait harceler de façon assez très très violente, hein. Ça a été sur toutes les plateformes, elle s'en est pris vraiment beaucoup de violence sur elle. Si elle s'est fait harceler, c'est pas parce qu'elle était sur Internet avec une vidéo sur le féminisme, c'est parce qu'elle parlait de féminisme et qu'elle était une femme. C'est-à-dire que dans un autre contexte, en dehors de YouTube, hors ligne, elle aurait subi exactement les mêmes remarques. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des femmes féministes, mais c'est quelque chose qui peuvent arriver régulièrement d'avoir des remarques extrêmement sexistes sur la façon dont on partage notre savoir. Donc si Marion Seclin s'est fait harceler, ce n'est pas parce qu'elle avait fait une vidéo YouTube, c'est parce que d'une, c'est une femme, et que de deux, elle produisait un discours venant justement transgresser, alors comment j'ai écrit ça, les patterns sexistes de la société. C'est-à-dire que, donc, en fait, les caractéristiques qui fait qu'elle se soit fait harceler, elles étaient antérieures à cette vidéo YouTube. Et je pourrais élargir, on parle beaucoup de cyberharcèlement, c'est un truc qui revient dans mes formations, cyberharcèlement, cybersexisme. En fait, les personnes qui se font harceler et qui subissent du sexisme en subissent aussi en dehors, c'est-à-dire que c'est juste qu'Internet reconfigure l'espace public et offre un nouvel espace où tout le monde peut venir. Donc celui ou celle qui se faisait déjà harceler dans la cour d'école parce qu'il ou elle est grosse, roux. Oui, voilà, roux. Non, mais c'est pas des. Oui, voilà, tout ce genre de trucs, en fait, ça va juste se manifester d'une autre façon sur Internet, mais en fait, c'est juste la même chose. Donc, pour moi, comment travailler et aborder le cybersexisme, en fait, c'est en travaillant directement le sexisme et le cybersexisme suivra. Juste pour une petite info, hier a été donné les prix qui ont été montés par Facebook et l'État français, puisque c'était le ministre du numérique et Marlène Schiapetta qui donnait ces prix-là chez Facebook hier sur des productions de podcasts et de contenus qui ont été financés à la fois par le privé et par le public. Et les 2 premiers prix ont été donnés sur 2 podcasts qui développent une approche du cybersexisme et du féminisme. Voilà ce qui a été donné. J'aimerais juste ajouter à propos du coup du cybersexisme, alors je te rejoins totalement sur l'idée que c'est aussi le sexisme à la base qu'il faut travailler et le harcèlement aussi de base, enfin même dans la vie réelle donc. Par rapport à Marion Seclin, alors certes elle se serait faite aussi insulter par rapport à ses propos qui ne passent pas visiblement avec tout le monde, mais elle a aussi été la cible de cette campagne d'harcèlement parce que il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo en disant voilà, je vous invite à aller l'harceler. Et donc elle a reçu plus de 40 000 messages d'insultes, de menaces de mort, de viol et de tout ce que vous voulez parce que c'était donc un youtubeur qui
qui avait appelé en fait au harcèlement, quoi. Donc effectivement, c'est vrai que ça a doublé je sais pas, ça a énormément agrandi, amplifié voilà, le phénomène. Après aussi, ce qui est compliqué, c'est que certes, elle en a parlé, on a fait tout ce qu'on pouvait, non seulement l'association, mais tout ce milieu, toutes les personnes féministes qui sont sur Internet ont fait en sorte de parler de ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi parce que comme c'est du virtuel, ça se voit pas forcément, et qu'on se dit c'est juste des mots qui sont tapés, sauf qu'en fait, quand on voit les dégâts dans la vie réelle que ça peut provoquer, c'est vraiment assez violent. Et je vous invite à aller voir sur YouTube son TEDx qui s'appelle Championne de cyberharcèlement, qui est très intéressant, et en fait ça revient sur cette malheureuse expérience qu'elle a dû subir. Voilà. Et en fait la solution qu'on avait, qu'avec Internet on avait proposé, c'était justement pour combattre tout ça, c'est de noyer en fait tous ces messages d'insultes, de remarques sexistes par des flots d'amour, d'encouragement, et en fait on essaie de faire ça à chaque fois que quelqu'un se fait harceler. Voilà. Créer un contre-discours, toujours. Voilà. Celui de l'amour, c'est joli. Où est la place de l'art pour vous ? Tu parlais de culture, Arnaud, en disant voilà, je les attrape. Il n'y a pas de culture adolescente, mais je les attrape néanmoins sur des éléments de culture. Pour vous, quelle est la place de l'art, du cinéma, de ce qu'on évoquait ce matin ? Justement, le lien avec ce que vous venez de dire et votre question, c'est que j'utilise des jeux, pas de manière utilitaire, c'est-à-dire ils doivent jouer à ça en fonction de telle ou telle problématique, mais c'est plutôt en regard d'une rencontre. Et je travaille beaucoup, notamment un jeu en particulier, qui s'appelle Life is Strange, voilà, pour moi qui est le jeu ultime, qui justement emprunte les codes du cinéma, vraiment de la littérature, il rejoint tout ça, et c'est une histoire qui parle de la question de la féminité, qui est très compliquée comme concept, et notamment du choix d'objets à l'adolescence, et de ce que c'est aussi à un moment donné que de faire le deuil des objets d'amour infantile comme ça. Le cinéma traite ça très bien. Le jeu a un gameplay très particulier, c'est qu'en fait il met en scène la théorie du gameplay, chaos. tu dis 2 secondes ce que c'est qu'un gameplay. C'est la façon de jouer, c'est comment en fait l'environnement dans lequel on est, l'environnement dans lequel on est, mais comment on interagit avec les règles. L'aspect organisé du jeu, encore une fois, permet une façon singulière de projeter des choses dans le jeu. Donc c'est vraiment inspiré en fait des codes des séries notamment, mais aussi du cinéma, d'un cinéma très SF. Quand je parle de gameplay, c'est que concrètement dans le jeu, on a la possibilité de revenir en arrière. On voit à un moment donné la jeune fille qui arrête quand il y a eu un coup de feu et elle remonte le temps. Donc quand je le joue avec les jeunes, c'est notre possibilité de faire des choix, mais en connaissance de cause. On peut revenir sur un choix qui a été fait. Et voilà. Et on a accès aussi à un vrai avatar qui est inscrit dans un code narratif. C'est pas un avatar qui tombe comme ça du ciel, on sait pas qui c'est. Il y a une vraie écriture derrière qui est formidable. Alors moi je pose des hypothèses un peu à la Tisseron sur qui a écrit cette histoire-là. Et on voit les pensées d'ailleurs de cette adolescente qui sont hyper intéressantes parce qu'en plus elle les écrit dans un journal intime et donc on peut les lire. Donc en médiation thérapeutique, c'est très 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 fort ce qui s'y passe. Et moi je rencontre des gens avec ce jeu-là qui serait difficile de rencontrer, quand je dirais autrement, c'est parce que ça propose vraiment une autre scène dans l'accueil. Art et pornographie, Ludivine ? L'art et la pornographie. Il va falloir être un petit peu plus précis sur cette question. Non, mais la place de l'art dans les process dans lesquels tu bosses, toi. Tu évoquais tout à l'heure que sur Tumblr, on renvoyait des choses qui pouvaient relever du beau, de l'esthétique et d'une autre manière d'appréhender la question. Quel est le lien ? Est-ce que tu y mets un lien ? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu travailles ? Tu renvoies de la présence du sensible, de l'esthétique, de l'écriture Alors très souvent, ces choses-là. Très souvent, quand on désigne la pornographie, on met de côté l'artistique, en fait. Si c'est porno, c'est pas artistique. Je vais vous prendre un exemple assez concret, Love de Gaspard Noé, donc avec des scènes de sexe non simulées. Les critiques sont très partagées. D'un côté, il y a c'est pornographique, c'est vulgaire, etc. Et de l'autre, on va avoir des critiques extrêmement joyeuses. C'est de l'art, c'est vraiment fantastique, etc., etc. Et pour moi, ça révèle quelque chose d'assez typique, qui est ce qui est pornographique ne peut pas être artistique, et ce qui est artistique ne peut pas être pornographique. Évidemment, c'est une construction sociale assez élitiste. Donc je vais prendre un autre exemple. Vincent Corpé, qui est un artiste plasticien, qui a réalisé des petites vignettes tirées de Sade. Et donc moi, je l'ai découvert dans une expo Picasso Mania au Grand Palais il y a 2-3 ans, je crois. Il y avait un petit écriteau, avant de tomber sur ces petites vignettes, il y avait un petit écriteau « Attention, certaines images peuvent
3 à 4, heurter les plus jeunes. Et c'est tout ce qu'il y avait d'écrit. Puis j'avance et puis je découvre ces petites vignettes et je me dis, ah, c'est intéressant ces gens tout nus. Et puis j'avance et je fais, ah, il est en train de faire pipi sur le cake ou il est en train d'éjaculer sur le cake. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, il y avait des scènes uro, escato, donc uro avec de la pisse, et escato avec des excréments. Et donc on voyait bien que dans un autre contexte, ces images paraîtraient pornographiques. Mais bon, comme c'est un artiste légitime, dans une institution légitime, ce n'est pas pornographique, c'est de l'art. Donc cette question de l'art, c'est quelque chose qui revient énormément de si c'est pornographique, c'est pas artistique, et si c'est artistique, c'est pas pornographique. Donc c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver dans certains pardon, j'ai perdu le mot, niche du porn, je vais dire ça comme ça parce que je trouve pas le mot, certains genres pornographiques. Donc par exemple, il y a une maison de production qui s'appelle Four Chambers qui fait des choses extrêmement, alors j'aime pas ce que je vais dire, mais qui peuvent être vues comme esthétiques. Et il y a beaucoup de gens qui disent oh, c'est vraiment beau, c'est de l'art ce qu'elle fait. Ouais, enfin ça reste quand même du porn. Ça peut être beau, ça peut être esthétique. Elle a beau être passée par les Beaux-Arts de Londres. C'est toujours la même chose, comme quoi l'art et voilà, mais tout ça pour illustrer mon propos. Si c'est pornographique, ça peut pas être artistique, et si c'est artistique, c'est pas pornographique. Alors qu'à mon sens, ça peut être les deux. La question des mauvais genres. C'est ça, exactement. Chérine, la place de l'art, des formes esthétiques, des formes du cinéma, d'autres formes dans le travail que tu mènes avec les internets. La place de l'art, après, c'est-à-dire que on a vraiment tous les types de contenus qui sont répertoriés sur notre outil, donc l'Internet Explorer. Donc c'est vrai qu'on a énormément de créatrices qui vont nous parler d'art, qui vont faire de la vulgarisation, d'histoire des arts. Je pense notamment à la chaîne Art Contemporain, qui revient en plus sur des événements qui ont pu secouer le monde de l'art. Je pense à l'histoire avec Banksy et son Shredder là, donc son œuvre qui avait disparu au moment de vous avez entendu parler qu'il y a une vente, vente aux enchères, donc elle va faire des petites présentations comme ça, parler d'artistes, et donc il y a vraiment énormément de personnes, de créatrices qui vont faire ça. Après c'est un genre comme un autre qu'on essaie de promouvoir, quoi. Et je retiendrai l'adolescence et politique. Merci énormément à vous trois. Merci beaucoup. Merci de votre attention.